Bienvenue sur. Trump a dit que les Iraniens suppliaient d'être bombardés. Et voilà ce qui se passait réellement. Hier, il s'est présenté devant les caméras et a déclaré que le peuple iranien appelait pour demander que les bombardements continuent, en demandant à l'Amérique de revenir. C'étaient ses mots exacts. Dans cette version de la réalité, une conférence de presse se transforme en séance de spiritisme où les morts sont censés rappeler. Mais la réalité derrière cette affirmation était d'une brutalité simple. Les gens dont il parlait étaient précisément ceux que les bombardements avaient déjà tués. Ils étaient morts. Voilà pourquoi, pour moi, cela ne ressemble pas à un débat politique. C'est une guerre. Et, en ce moment, presque rien de ce qui se dit à son sujet n'est vrai. Ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures compte. Trump a lancé un ultimatum. 20 H heure de l'Est. Après cela, il a dit que l'Iran n'aurait plus de ponts ni de centrales électriques. Il a utilisé l'expression hache de pierre à 2 reprises dans une seule conférence de presse. Quand les éléments de langage s'épuisent, le lutrin se met soudain à sonner comme une audition pour la fin de la civilisation. Puis il a élargi la menace. Il s'est mis à parler de civilisation, d'effacer la capacité de l'Iran à se battre de nouveau un jour. Ce que la plupart des chaînes ont passé sous silence, c'est que l'Iran n'est pas resté silencieux. L'Iran a répliqué, non pas avec des missiles, mais avec des mots qui portaient le même poids. Publiquement, le président du Parlement iranien, Kalibaf, a donné 20 heures à Trump et a présenté le choix ainsi, se rendre à l'Iran ou voir les alliés de l'Amérique retourner à l'âge de pierre. Il a clairement fait savoir que l'Iran ne reculerait pas. Le président iranien a affirmé que plus de 14 millions d'Iraniens s'étaient inscrits pour sacrifier leur vie dans la défense de leur pays. Les gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, ont publié une déclaration officielle affirmant que l'auto-retenue était terminée et que si l'armée américaine franchissait les lignes rouges de l'Iran, la réponse dépasserait les frontières de la région. Cette dernière phrase est celle qui compte. Dépasser les frontières de la région signifie que la guerre ne resterait pas au Moyen-Orient. C'est un signal direct adressé au territoire continental américain. Et pendant que tout cela se produisait, des civils iraniens sont sortis sur les ponts mêmes que Trump menaçait de détruire, non pas dans la peur, mais dans la défiance. Rien ne ridiculise davantage la rhétorique impériale que des gens ordinaires qui refusent de lire le scénario écrit pour eux. Ce qu'il faut aussi dire ouvertement, c'est que l'Iran pense qu'il est en train de gagner, et que les faits sur le terrain donnent à penser qu'il pourrait avoir raison. Plus de 13 000 cibles ont été frappées par les frappes américaines et israéliennes depuis le début de cette guerre. 13 000. Et pourtant, le gouvernement iranien est toujours en place. Sa chaîne de commandement militaire est toujours intacte. Sa population n'est pas brisée. Au contraire, la défiance publique à l'intérieur de l'Iran s'est renforcée avec chaque frappe. Même le professeur Michael Clark, sur Sky News, une chaîne historiquement très alignée sur le camp pro-américain, a dit quelque chose qui a stoppé les gens en plein défilement. Les Iraniens pensent qu'ils gagnent, et ils ont probablement raison sur le plan politique. Cela ne venait pas d'une chaîne d'État iranienne, cela ne venait pas des médias russes, cela venait de Sky News. La question est donc de savoir pourquoi l'Iran gagne politiquement alors, même que ces villes encaissent les frappes. La réponse, c'est que cette guerre n'a jamais porté seulement sur les missiles et les cibles. Elle a toujours porté sur la question de savoir quel camp craquera le premier sur les plans émotionnels, politiques et sociaux. Et en ce moment, la population iranienne tient bon. La justification américaine de la guerre se fissure. Les bombes peuvent raser des immeubles plus vite qu'elles ne peuvent réparer un discours qui s'effondre. Voilà le problème central auquel les États-Unis font face. On ne peut pas bombarder un pays jusqu'à ce qu'il se rende quand ce pays croit sincèrement qu'il se bat pour sa survie. L'Iran a clairement répété, par tous les canaux disponibles, que pour lui, il s'agit d'une question existentielle. Ce n'est pas un désaccord de politique publique. Il s'agit de savoir si l'Iran, en tant que civilisation, continue d'exister. Trump lui-même a confirmé ce contraste sans le vouloir au début du conflit lorsqu'il a qualifié cela, dans ses propres mots, de voyage. L'Iran se bat pour sa survie. L'Amérique a appelé cela un voyage. Appeler la survie de quelqu'un d'autre un voyage, c'est le genre de slogan qui ne semble soigner que dans une pièce où personne n'a le droit d'interrompre l'équipe de marque. Cet écart de motivation explique pourquoi la puissance aérienne, à elle seule, n'a jamais mis fin à une guerre de ce genre, ni au Vietnam, ni en Corée, ni en Irak. Et les analystes qui observent cela depuis des décennies disent que c'est exactement ce qui est en train de se produire ici. Puis vient la partie de l'histoire qui change tout le reste. Pourquoi l'Amérique est-elle entrée en guerre contre l'Iran? La réponse officielle, c'est le programme nucléaire iranien, l'agression iranienne
et la protection de la stabilité régionale. Mais des voix expérimentées, y compris d'anciens hauts responsables militaires américains, disent maintenant ouvertement que tout ce que les États-Unis prétendaient vouloir dans le golfe Persique des voies maritimes ouvertes, un flux pétrolier stable, aucune menace nucléaire existait déjà avant le début de cette guerre. Le détroit d'Ormuz était ouvert, le pétrole iranien circulait. L'accord nucléaire, malgré tous ses problèmes, avait des inspecteurs sur le terrain. La guerre n'a pas empêché une crise, la guerre a créé la crise. Il est remarquable de voir à quelle fréquence ceux qui tiennent l'allumette arrivent habillés en pompiers. La vraie question devient donc, qui profite de cette guerre et qui avait besoin qu'elle se produise? Des gens comme le sénateur Lindsey Graham ont exposé les objectifs déclarés devant les caméras. L'Iran ne doit jamais contrôler le détroit d'Ormuz, l'Iran ne doit jamais posséder de matière nucléaire, l'Iran ne doit plus jamais parrainer des groupes de résistance dans la région, et son régime doit prendre fin. Ce n'est pas un objectif militaire, c'est la destruction complète d'une nation souveraine de 93 millions d'habitants, et le seul acteur de la région pour qui tous ces résultats constituent une nécessité stratégique, c'est Israël. Puis il y a la carte vers laquelle les analystes reviennent sans cesse, ce qu'on appelle le Grand Israël dans certains cercles politiques, une vision territoriale qui inclut des parties de l'Arabie saoudite, tout nord de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie, du Sinaï et d'importantes portions du Liban. Que cette vision soit réaliste ou non est un débat distinct. Ce qui compte, c'est que la guerre menée en ce moment sert cette direction stratégique bien davantage qu'elle ne sert un quelconque intérêt national américain. Les familles américaines paient plus cher leur carburant. Les marchés américains sont sous pression. Les infrastructures américaines, le réseau électrique et les raffineries de pétrole sont maintenant évoquées comme des cibles potentielles de représailles. Pas dans un pays lointain, mais ici même. Et pourtant, personne, dans le premier cercle de Trump, ni Kushner, ni Wittowoff, ni Lindsey Graham, ni les généraux de l'Air Force, qui croient sincèrement qu'assez de bombes peuvent gagner n'importe quelle guerre, ne dit au président quel est le coût réel. C'est le problème classique des salles de guerre coupées du réel. Les applaudissements sont immédiats et la facture arrive ailleurs. Ce qui se passera, si cela s'aggrave encore ce soir, doit être dit clairement. Les Houthis ont déjà signalé qu'ils fermeraient le détroit de Bab el-Mandeb, un deuxième grand goulet d'étranglement du commerce maritime mondial, si les frappes américaines s'intensifient. Combinées aux perturbations dans le détroit d'Ormuz, cela retire d'un seul coup une part massive de l'approvisionnement pétrolier mondial du marché. L'Europe est déjà dans une position difficile. Le gazoduc Nord Stream a été détruit. L'énergie russe est coupée. Maintenant, l'approvisionnement du Moyen-Orient est menacé. Le résultat, ce n'est pas seulement une hausse des prix de l'énergie. C'est l'arrêt industriel dans certaines parties de l'Europe qui ne peuvent pas fonctionner sans un apport énergétique stable. Le Japon et la Corée du Sud, deux des alliés les plus proches de l'Amérique en Asie, sont financièrement exposés à cela d'une manière que leurs gouvernements n'ont pas pleinement expliquée à leur population. Puis il y a la question plus large que presque personne dans les médias grand public ne pose. La Russie et la Chine ont du personnel au sol en Iran en ce moment même, précisément pour aider avec les systèmes de défense aérienne. Ce ne sont pas des observateurs neutres. Elles ont conclu qu'un Iran vaincu par la puissance américaine et israélienne serait un monde dans lequel leur propre position stratégique serait affaiblie de manière permanente. Si l'Iran est poussé jusqu'au point de rupture, les réponses qui suivront ne resteront pas à l'intérieur des frontières iraniennes. Des réseaux de cartels de la drogue au Mexique, dont certains ont déjà des liens avec le Hezbollah, pourraient devenir des outils de représailles contre les infrastructures américaines, les réseaux électriques, les raffineries et les installations que le gouvernement américain lui-même a reconnues ne pas être entièrement sécurisées. Ce n'est pas de la spéculation. C'est ce qui se produit historiquement lorsqu'une nation acculée, avec des alliés et des relais, décide qu'elle n'a plus rien à perdre. Alors, à quoi Trump pense-t-il réellement? À partir de tout ce qui est visible, la réponse honnête, c'est qu'il est pris dans un piège qu'il a lui-même fabriqué. Il a fixé des échéances, il a employé le langage de la pression maximale, il a lié sa crédibilité à des résultats, des détroits ouverts, aucun nucléaire iranien, un changement de régime. Rien de cela ne peut être obtenu par la seule puissance aérienne. Quand chaque promesse est présentée comme la bande-annonce d'une victoire totale, la réalité elle-même finit par paraître déloyale. Il n'y a pas d'armée de terre prête à entrer. Il n'y a pas de plan politique pour l'après. Il n'y a pas de stratégie de sortie. Chaque fois que ces menaces ne produisent pas de résultats,
La logique politique à l'intérieur de son cercle le pousse vers une seule option, l'escalade. Non pas parce que l'escalade va fonctionner, mais parce que la désescalade, dans son environnement politique, ressemble à une défaite. Et la défaite est la seule chose à laquelle toute sa marque politique ne peut pas survivre. C'est ainsi qu'une stratégie se transforme en numéro de scène. Aucune sortie de secours, aucune deuxième version, juste des répliques plus fortes livrées dans le même micro. Les bombes continuent donc de tomber, le ton se durcit, les échéances sont repoussées, et l'écart entre ce qui est promis et ce qui se passe réellement sur le terrain s'élargit chaque jour. Ceux qui paieront pour cet écart ne sont pas à Washington, ils ne sont pas à Wall Street, qui, selon toute apparence, n'intègrent toujours pas pleinement le risque réel de ce qui est en train de se passer. Ils sont au cœur du pays, à payer leur carburant, à acheter leur nourriture, à voir leur pouvoir d'achat s'éroder, tout en se faisant dire par leur président que les Iraniens appellent pour demander encore plus de bombes. Le scénario reste triomphal, jusqu'au moment où la facture d'épicerie commence à faire le travail de l'opposition. Voilà où les choses en sont ce soir. L'Iran ne cède pas, les frappes continuent, les échéances continuent d'être repoussées, et chaque fois qu'une nouvelle échéance passe sans résultat, le ton venu de Washington se durcit. Non pas parce que la stratégie fonctionne, mais parce que personne à l'intérieur de ce bâtiment n'a le courage de dire qu'elle ne fonctionne pas. La Russie et la Chine ne regardent plus cela de loin. Elles sont sur le terrain. Elles aident l'Iran à reconstruire ses défenses aériennes en temps réel. Elles ont fait un calcul clair. Si l'Iran tombe, elles seront les prochaines. Ce n'est pas une supposition. C'est ainsi que pensent les grandes puissances. Et toutes deux possèdent des armes nucléaires et la volonté d'en brandir la menace. Les marchés mondiaux n'ont pas encore intégré ce que signifie réellement une guerre prolongée dans cette région. Le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb, deux des passages maritimes les plus critiques de la planète, sont maintenant tous deux sous une menace sérieuse. Le pétrole ne sert pas seulement à faire rouler les voitures. Il alimente la production d'engrais, les chaînes d'approvisionnement en médicaments, la logistique du transport maritime et le transport alimentaire. Quand l'approvisionnement pétrolier se dérègle à cette échelle, les conséquences apparaissent de 6 à 12 mois plus tard dans les épiceries, dans les factures de chauffage, dans les chiffres du chômage, et dans la vie des gens ordinaires qui n'ont jamais voté pour cette guerre et ne le feront jamais. Et l'homme qui prend ces décisions se fait dire par tout son entourage qu'il est en train de gagner. Il n'est pas en train de gagner. Être entouré de gens qui continuent d'appeler une tempête de feu un coup de génie n'en fait pas un. La question n'est plus de savoir si cette politique va échouer. Elle échouera. La seule question qui reste est de savoir combien de dégâts seront causés avant que quelqu'un, dans ce bâtiment, se lève enfin pour le dire à voix haute. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'ont de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.